10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, on va parler ce matin d'un mal dont on ne parle jamais, qui pourtant fait 100 victimes par heure et touche une personne sur 6 dans le monde, la solitude. Elisa Thévenet, vous êtes rédactrice en chef au magazine Futur qui publie un dossier édifiant, Vaincre l'épidémie de solitude. Et le terme d'épidémie, il peut paraître fort, mais c'est vraiment ce qui se passe en ce moment partout dans le monde. Ça devient en fait un enjeu de santé publique. C'est pas vous qui le dites, d'ailleurs, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Oui, cet été, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport qui en fait fait un peu écho à la sonnette d'alarme qu'avait tiré le docteur Vivek Murthy en 2023. À l'époque, il était administrateur de la santé publique aux États-Unis et c'est lui le premier en fait qui a parlé d'épidémie, de solitude, qui a un peu pathologisé cette notion de solitude qu'on n'avait pas forcément l'habitude de projeter dans un enjeu de santé publique. Que la solitude tue en fait. Mais exactement. Et du coup, il a fait des petits calculs d'équivalence et je pense que l'image était super forte à l'époque. Il a dit voilà, en fait, la solitude, globalement, ça a ça fait les mêmes risques que si on fumait 15 cigarettes par jour. Ouais. Donc tout d'un coup, l'équivalence est hyper frappante. Après, évidemment, dans le rapport de l'OMS, vous retrouverez plein de détails sur comment est-ce qu'indirectement, en fait, la solitude tue parce qu'elle augmente les maladies cardiaques, les risques d'AVC, les risques de troubles de diabète, de dépression, d'anxiété. Et que ça, évidemment, à terme, ça peut amener à des décès précoces. Mais après, c'est intéressant parce qu'on voit que dans le débat public, on commence à se poser la question sous cette forme, celle de la question de la santé publique, de faire de la solitude un problème. Ce que nous, on a trouvé très intéressant et ce qu'on a voulu explorer dans le dossier, c'est que c'est pas tant un problème qu'un symptôme de nos problèmes collectifs. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est de se rendre compte aussi que la solitude, on a immédiatement en tête l'image d'une personne âgée qui sort plus de chez elle. Mais en fait, la solitude, ça touche vraiment toutes les classes d'âge aujourd'hui. C'est ce qu'on découvre dans votre dossier. Absolument. Et il y a quelque chose de vraiment très percutant, c'est qu'il y a une vraie disjonction entre le phénomène objectif de l'isolement social en France, qui touche globalement 12% des Français, et qui est à peu près stable depuis les 15 dernières années, et le sentiment de solitude qui lui touche quasiment un Français sur deux. La Fondation Jean Jaurès parle de 46% des Français interrogés. Et donc là, on se rend bien compte qu'au-delà de la situation véritable dans laquelle on vit, parce que il est aussi extrêmement vrai qu'il y a une recrudescence d'isolement chez les personnes âgées. Aujourd'hui, les petits frères des pauvres parlent de 750 000 personnes qui sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire qui n'ont véritablement aucune forme de lien. Aucun lien. Et pourtant, c'est pas forcément ceux qui souffrent le plus de la solitude quand cette tranche d'âge est interrogée, c'est plutôt les jeunes. Encore une fois, Fondation de France parle de 71% des 18-24 qui souffriraient de la solitude. C'est colossal. C'est 71% des 18-24 ans qui souffrent de ce sentiment de solitude. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, d'après vous, Elisa Thévenet ? Ça dépend à qui vous posez la question. Si vous demandez à Sherry Turkle, qui est l'américaine qui en 2011 a fait cette espèce d'enquête extrêmement retentissante qui s'appelle Seul ensemble. C'est ces sociétés hyper connectées qui sont à pointer du doigt. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, numérique, exactement. Je suis venue en métro. Dans le métro, tout le monde est sur son téléphone. Et c'est vraiment le lieu, pour moi, le métro. C'est pour ça qu'on a décidé d'ailleurs de le mettre en couverture de nos solitudes contemporaines. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on est le plus ensemble et le plus seul. Dans nos cocons technologiques et nos cocons numériques. Donc évidemment, l'impact du numérique est une question qu'on se pose beaucoup. Mais quand on plonge un peu dans la réalité du sentiment de solitude, en fait, on comprend rapidement qu'il ne s'agit pas simplement d'être entouré. Il y a plein de gens qui sont très entourés, qui se sentent seuls parce que la solitude, c'est pas juste pouvoir compter sur son cercle amical, son cercle familial, son cercle professionnel ou même les institutions de son pays. C'est aussi compter pour eux. Et cette notion de compter pour, de reconnaissance, visiblement, c'est un peu là que le bas blesse en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ne se sentent plus vus, plus entendus, plus compris. Et donc, la sociologue américaine Alison Pugh parle d'une crise plus de la dépersonnalisation que véritablement une épidémie de solitude. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus notre place à l'intérieur de la société, on n'a plus de sentiment d'appartenance. Si on continue à dresser le portrait robot des gens qui se sentent seuls, ce sont majoritairement des femmes, plus que des hommes. L'argent est aussi un facteur de solitude important, le manque d'argent, évidemment, parce que du coup, on va être amené à peut-être faire moins de choses dans sa vie. Et puis le handicap aussi que vous pointez du doigt. Et alors face à ça, Elisa Thévenet, il existe quelques solutions. Alors d'abord, des solutions un peu business. Vous parlez notamment des applications de rencontres amicales qui ont émergé ces dernières années. On appelle ça du dating amical. Il y a un vrai business de la solitude qui se développe petit à petit.
Alors totalement, que ce soit des applications qui vous proposent de rencontrer des gens, par exemple la célèbre application de rencontre Bumble a lancé son service Bumble for Friends. Après, on parle de dernier trimestre de l'année 2024, 730 000 utilisateurs mensuels actifs, ça reste quand même assez confidentiel. Ouais. Après, il y a des applications qui proposent de louer des amis, Rent a Friend. Pareil, c'est un peu, quand on en parle comme ça, c'est un peu glaçant, et en même temps, c'est quand même une application qui existe depuis 16 ans et qui n'a pas non plus rencontré... Explosé. Exactement. Non, la solution vraiment qui se développe fort, c'est l'intelligence artificielle. Exactement. C'est là où parler à un robot, quoi. Absolument. C'est là où vraiment on voit qu'il y a un essor et une adoption massive de ces usages. On parle de près d'1 milliard. Encore plus, du coup. On parle aujourd'hui de près d'1 milliard de personnes qui interagiraient avec des IA qu'elles ont dessinées, des IA qui sont soit des amis, soit des personnages de fiction. Genre, vous avez hyper envie d'être ami avec Hermione Granger dans Harry Potter, vous pouvez demander à votre intelligence artificielle de parler comme elle. Exactement. Sauf que, est-ce que finalement, ça renforce pas la solitude, ce genre de solution? Aujourd'hui, je peux pas vous répondre oui ou je peux pas vous répondre non parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que en sous-texte, ça nous laisse entendre que l'amitié pourrait être un bien consommable, elle pourrait être monétisable, ce qui, pour le coup, est vraiment... pour moi, quelque chose de très préoccupant parce que ça nous projette dans une société où on accepte quelque part de déléguer à des grandes plateformes le fait de se soucier de notre santé mentale, de la manière dont on constitue notre réseau amical, et que finalement, le message en fond, c'est quand même de dire aux gens qui sont pas capables de se faire des amis tout seuls, mais que c'est pas grave parce que les big tech sont là pour les aider. Et finalement, qu'est-ce que vaut mon sentiment d'être vu, compris et entendu quand j'ai l'impression que la seule personne qui est en capacité de me voir, de m'entendre et de me comprendre, c'est un être artificiellement généré. Et ça, alors, à part les grandes entreprises du numérique, c'est quoi les grandes solutions, les vraies solutions qui peuvent exister, Lisa Thévenet? Parce qu'il y a des pays, par exemple, comme le Royaume-Uni ou le Japon, qui ont créé un ministère de la solitude. On se demande à quoi ça peut servir, mais est-ce que ça peut être quelque chose d'utile en France, un ministère de la solitude? Ça, c'est une règle qu'on s'est un peu fixée dans la revue Futur et chez Uzbek Erika, c'est que quand on explore le futur, par définition, ça peut vite devenir très déprimant. Donc on essaye toujours d'avoir un atterrissage concret et de se dire, au-delà du constat, il faut dépasser un peu le constat, c'est quoi la solution? On essaye toujours de reprendre un peu le contrôle. D'ailleurs, on fait un festival là dans quelques jours, puisque c'est le 28 et le 29 novembre au Théâtre de la Concorde, sur cette thématique de reprendre le contrôle, dans lequel notamment on évoquera la question de la solitude. Et donc on s'est forcé, dans cet esprit-là, dans cette démarche, de se dire, ok, on a posé un constat catastrophique, maintenant, quelles sont les solutions, quelles sont les clés qu'on peut aller chercher? Et donc, en fait, il y a plein de pays qui testent des choses. On est vraiment au stade de test. Vous avez parlé de la création d'un ministère de la solitude au Japon et au Royaume-Uni. C'est vrai qu'ils sont pour l'instant faiblement dotés. Il y a un très gros turnover, donc en termes d'efficacité réelle, c'est vrai que quand on a nous, de notre côté, interrogé des experts, ils nous ont dit on pense pas que la solitude c'est quelque chose qu'on peut régler à coup de grandes mesures monolithiques, parce que la solitude d'un chômeur, elle est pas celle d'un retraité ou d'une mère célibataire. Mais après, il y a des petits projets qui sont assez chouettes, et notamment celui de la prescription de temps social. C'est-à-dire que, en fait, les généralistes, notamment au Royaume-Uni, peuvent vous faire, non pas une prescription de médicaments, mais une prescription de temps social, d'un temps que vous pouvez passer à une activité ou en plein air, et ils se rendent compte qu'en fait, cet euro investi dans le temps social, c'est autant, si ce n'est plus, d'économiser dans les dépenses de santé qui suivent justement le fait que de plus en plus de personnes aujourd'hui sont isolées. Et même au sein des entreprises, il y a des petits tests qui sont faits, notamment en Suède, où on essaye de voir si sur le temps payé salarié, on peut demander justement à des salariés de se dire c'est un temps qu'on utilise pour du temps social, pour le bien-être de tout le monde. Et puis vous parlez aussi de cette idée de revaloriser l'amitié, ça aussi, ça paraît tout simple, mais bon, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et puis vous racontez aussi qu'il peut y avoir une solitude qui est choisie, parfois un besoin d'introspection, et ça, c'est pas toujours triste, effectivement. La solitude, ça fait partie des articles de cet excellent dossier Vaincre l'épidémie de solitude. C'est dans le magazine Futur d'Uzbek Erika. Merci beaucoup, Lisa Thévenet, d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci.